Bienvenue dans ce second podcast de cette série intitulée Ce que parler veut dire. Aujourd'hui, ce podcast est intitulé La figuration. Alors si j'ai bien compris, la finalité de cette série de podcasts est donc de comprendre à la fois notre manière de lire et notre façon de dire, et la passerelle qui lie l'un et l'autre. Exactement, comprendre l'élégance du légéré latin pour lire, l'élégance du léguéin grec pour dire, et l'élégance de la législation, donc du langage, pour nommer l'état des choses. On peut donc dire que c'est une affaire de legs et d'élégance. Oui, c'est d'abord une élégance dans la manière de faire paraître ce que nous lisons. Notre pensée ou notre sentiment sont informels. Ils n'ont pas de forme. Il nous faut donc choisir comment les faire paraître en donnant une forme à ce qui n'en a pas. C'est à l'image un peu de l'homme invisible. Il faut l'habiller pour le situer. C'est son vêtement qui le rend visible. Le langage a donc vocation à habiller notre pensée. Mais c'est aussi ensuite choisir la forme ou la formule la plus adéquate pour les dire. Il nous faut choisir la forme la plus adaptée pour les signifier. À l'image de Moïse s'efforçant de traduire le message forcément informel suggéré par le buisson ardent, à son frère Aaron d'abord, puis avec lui au peuple d'Israël, en lui donnant forme, au risque forcément de l'incompréhension. Ah donc cette élégance, c'est la langue ? C'est d'abord le langage. Nous reviendrons plus tard à la langue. C'est le langage parce que c'est d'abord un agissement, c'est le suffixe age qui le nomme du langage, de l'image, et c'est un agissement rendu possible par une faculté ou une capacité de donner une forme à ce qui n'en a pas. Le temps, par exemple, n'a pas de forme et il est indéfinissable, autrement qu'en renvoyant la durée. En le nommant, nous lui donnons une forme, nous le formulons et nous l'actons. De même, l'infini est par définition informel, indéfinissable. Et les Grecs lui donnaient une forme en le nommant apéron avec un a privatif, en rappelant ainsi qu'il ne paraissait pas. Et c'est en ce sens une actualisation. Une actualisation ? Oui, un acte est un fait. Pour le faire, il faut évidemment une effectuation préalable. Pour l'acte, on nomme donc cette effectuation une actualisation. En l'occurrence, le langage est une actualisation au moyen de signes sensibles destinés à signaler un événement dans le temps et ou une circonstance dans l'espace, ou à signifier en les formalisant ou en les formulant une pensée ou un sentiment par définition informelle. Nous les figurons pour nous permettre de les envisager. Chaque langage s'adresse à ce titre à notre sensibilité, à nos sens, pour nous rendre accessible concrètement ce qui n'est pourtant pas formel, que le langage soit tactile, visuel, olfactif, oral ou écrit. Si je comprends bien, le langage renvoie donc aussi à un ensemble de signes. Oui, tout à fait, mais il ne s'agit pas non plus seulement d'un ensemble, voire d'un système de signes sensibles. Au-delà de la forme sensible de ces signes, qui nous permet de les percevoir, qui les rend donc accessibles, la manière de les figurer suggère, à l'image des hiéroglyphes égyptiens ou, pour ceux qui aiment l'artiste, de la pipe de Magritte, la présence d'une signifiance ou une puissance phénoménale de signification propre à ces figures, qui s'adresse à la conscience et fait donc l'objet d'une lecture mentale particulière qui ne relève pas seulement du sensible. Dit autrement, au-delà du sensible, il y a aussi un sens figuré. Chacun de ces signes a en ce sens vocation, au-delà du signal, à être à la fois signifiant, puisque porteur de sens, et signifié parce que perçu par nos sens. Mais chacun de ces signes, au-delà de l'écoute sensible, est aussi entendu par le moyen d'une opération de la conscience, parce que le langage, au-delà de figurer des signes, est aussi un facteur de spiritualisation. Mais nous pouvons donc dire que le langage est une figuration ? Nous associons en effet le langage à une figuration. Mais la richesse du vocabulaire français peut être en l'occurrence source de confusion parce que nous associons cette figuration aussi bien selon nos paris philosophiques à une représentation mentale, donc à une manière d'envisager l'informel, qu'à une manifestation phénoménale ou à une représentation sensible. Nous employons le mot le plus souvent par défaut pour tenter de traduire les mots allemands de Hegel qui renvoyaient à une Gestalt et à une Gestaltung, et nous nommons ainsi avec lui avec ce mot, figuration, une forme ou une force qui forme. Mais nous l'employons aussi et le plus souvent pour nommer la représentation sensible résultant de notre expression. La langue anglaise plus pragmatique propose de ce point de vue une expression plus ramassée et pour autant significative, même si elle est moins précise. Elle invite à nommer le verbe to figure out en post-positionnant la particule adverbiale out, et elle suggère ainsi, à défaut de les définir, à la fois une représentation mentale, donc une constitution ou une construction mentale phénoménale en amont, mais aussi une représentation formalisée et sensible qui apparaît à l'opportunité d'une expression en aval. L'important ici, me semble-t-il, est de garder à l'esprit pour l'instant que le langage est un processus de législation, un faciendum, dont résultent des signes sensibles. Nous aurons plus tard l'occasion de le distinguer et de l'associer à la signification. Figurer revient donc à poser des signes ?
Figurer revient forcément à poser des signes, mais cette fois, la richesse de la langue française est un atout parce qu'elle nous permet de nuancer l'idée que nous faisons du signe. Et il y a plusieurs manières de nommer ce signe. Nommer le signe à la façon des latins, ce à quoi nous sommes accoutumés, renvoie à une marque par définition matérielle et sensible, posée et forcément figée à l'image des caractères ou des traits des lettres des latins. Néanmoins, nommer le signe revient à faire la part belle, en ce sens, à l'expression, à la représentation, puisque ce sont ces signes que nous posons, et tels qu'ils paraissent une fois exprimés et représentés, qui signent eux-mêmes la signification que nous leur donnons. Comme la plupart des éléments du monde visuel, les signes deviennent statiques et perdent en tant que tels le dynamisme qui caractérise le monde de l'ouïe en général et plus particulièrement le mot prononcé, au risque de nous conduire à la tentation d'associer le signe, donc le langage, à une signalétique, donc à la forme et à l'orthodoxie, entre parenthèses l'orthographe évidemment, au détriment de l'enseignement donc du fond. Nommer le sème à la manière du séma des Grecs, donc en empruntant aux Grecs leur façon de nommer le signe, suggère en revanche, à la différence du signe latin, que ce sème devrait en revanche être envisagé non pas comme une marque figée, posée, mais comme un corps, et un corps vivant. Les Grecs nommaient le signe séma et le corps soma. Et donc c'est poser le sème à l'image d'un arbre dont le sucre ou l'essence serait en osmose avec sa matière. Le sème étant alors entendu comme une semence nécessairement associée à la culture et à son futur. Le séma, donc le signe, à l'instar du soma, donc le corps, renvoyant chez les Grecs à une syllabe consonantique traditionnelle indienne, SM, qui nomme, en sanskrit, l'élixir d'immortalité. Nommer le sème revient donc cette fois à faire la part belle à l'élément d'un ensemble, à le situer et à envisager le signe, donc le sème, d'un point de vue sémiologique. Troisième mot, nommer l'image, comme nous le permet la langue française, revient pour sa part à associer celle-ci à la magie, en rappelant que le signe, qu'il soit une image visuelle, acoustique ou olfactive, est d'abord une production chimérique de l'imaginaire des hommes, et à ce titre, une reproduction ou une recréation. Il ne s'agit donc pas d'envisager l'image comme une peinture, ni a fortiori comme une picture, donc comme une représentation. C'est au contraire l'envisager à l'instar des médounétaires égyptiens, ce que nous traduisons avec le mot grec hiéroglyphe, à la fois comme porteur de sens et comme médium. C'est le sens du mot égyptien médou, c'est le support d'une méditation et d'une médiation. C'est privilégier à cette occasion une mantique, nommée avec la syllabe mn de la manifestation, faisant la part belle au schéma imaginaire qui est le propre de l'être humain, qui est propre au mentor des Grecs, mais qui peut aussi, chacun le sait, être illusoire, donc mensongère. Quatrième point, on peut encore nommer le signe autrement et le nommer le gramme, à l'instar du gramma des Grecs. Nommer ainsi le gramme revient à nommer d'un seul mot une image magique, à la fois une image acoustique et un glyphe visuel, supposé être comme le médounétaire égyptien, le support, donc la représentation sensible d'une figuration originelle et universelle, ou en tous les cas une représentation magique opposable au borborigme et au balbutiement des barbares, impuissants à nommer la réalité de l'état des choses. C'est alors suggérer, à l'instar de Platon, un art de ce gramma, un art du gramma et de la grammaire, et accessoirement, et la langue française très précise en l'occurrence, de l'anagramme ou de l'idéogramme, le mot gramme n'étant pas évidemment positionné par la langue française dans ces deux cas, par hasard. C'est en ce sens envisager le langage comme le moyen de l'élaboration d'une grammaire générale, entendue non pas seulement comme un ensemble de règles normatives, mais comme dépositeur de grammes ou de signes grammaticaux, au sein de laquelle il convient de piocher pour élaborer nos mots. C'est une expression que reprendront significativement près de deux millénaires après Platon, plus tard, et ensemble, et l'allemand Jacob Grimm et le français Ernest Renan. Mais doit-on alors, en ce sens, associer le langage à cette grammaire générale et les langues à des grammaires particulières? Oui, c'est ce que suggère Ernest Renan, mais en distinguant le langage des langues, comme le fait Renan, c'est à nouveau une distinction que fait la langue française que les langues nord-européennes ignorent et ne nomment pas. Là encore, nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais en attendant, c'est surtout en raison de cette discussion que nos podcasts sont dits en français et non pas en anglais, et sont donc intraduisibles. J'imagine donc que le prochain podcast, dans la suite logique, portera donc sur la langue. Oui, et même les deux podcasts prochains. Merci d'avoir écouté cet épisode de cette série Ce que parler veut dire, des podcasts pour comprendre les manières de parler et les façons de dire. À très vite pour un nouvel épisode.